Imaginons un instant la scène. On est dans la salle de réunion ultra sécurisée d'une des boîtes les plus puissantes et les plus rentables au monde. Ouais, une ambiance assez électrique, j'imagine. Très électrique, oui. Et en bout de table, il y a ce PDG, un véritable génie financier respecté de tous. Un document hyper complexe circule et il y a une faille évidente dans les chiffres, un montage qui tient carrément pas la route. Et lui, il le voit. Il le voit, oui. Il ne comprend pas le tableau du tout. Mais, et c'est là que c'est fou, il se tait. Il refuse catégoriquement de poser une seule question. Ah oui, par peur de montrer qu'il ne sait pas. Exactement. Il est terrifié à l'idée que quelqu'un dans cette pièce puisse penser, ne serait-ce qu'une petite seconde, qu'il n'est pas l'homme le plus intelligent du monde. Et bien cette simple peur, ce silence, dicté par l'ego, c'est ce qui a fini par provoquer la chute d'Andron. Parce que ça détruit complètement un mythe tenace, l'idée que l'intelligence pure ou le talent brut, ce serait une garantie absolue de succès. Mais oui, on voit bien ici que le moteur le plus puissant du monde ne sert à rien si le pilote a les yeux bandés par son propre ego. Et c'est exactement la mission de notre exploration au cœur des sources aujourd'hui. L'objectif, c'est de décrypter un blocage psychologique très précis. Pour tous ceux dans notre auditoire qui cherchent à comprendre pourquoi on s'auto-sabote parfois, alors qu'on a toutes les cartes en main. Tout à fait. Et pour ça, on se base sur les travaux vraiment révolutionnaires de la chercheuse en psychologie Carol S. Dweck. Principalement son ouvrage qui s'appelle Changer d'état d'esprit. Un livre fascinant. Je suis sûre que ça l'a résonné chez beaucoup de monde. Oh, j'en suis convaincu. Parce que la psychologie de la réussite, selon elle, ça ne dépend presque pas du talent inné, en fait. Tout se joue sur la lentille à travers laquelle on observe ses propres échecs. C'est ça. L'auteur divise le monde en deux catégories mentales très distinctes. Il y a l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement. C'est le cœur du réacteur de toute cette théorie. Et alors justement, en préparant cette analyse, j'ai d'abord un peu bloqué sur cette idée d'état d'esprit fixe. Au début, je me suis dit, c'est juste de l'arrogance en fait, un complexe de supériorité. C'est l'impression que ça donne de l'extérieur, oui. Mais en creusant les mécanismes, on réalise qu'en fait, c'est de la terreur pure. Comment on en arrive à vivre dans cette peur constante? La mécanique est super logique si on se place de leur point de vue, tu vois. Dans le monde de l'état d'esprit fixe, la croyance de base, c'est que tes qualités, ton intelligence, ton charisme, tes aptitudes, tout ça, est gravé dans le marbre à la naissance. Genre, t'as un capital de départ et ça bougera jamais. Voilà, t'as reçu une certaine dose d'intelligence et c'est tout. À partir de là, si tu crois profondément que ton potentiel est fini et inaltérable, eh ben la conséquence psychologique, elle est dévastatrice. Parce qu'on ressent le besoin de toujours faire ses preuves, c'est ça, hein? Un besoin maladif, constant et épuisant, ouais. Si le trait est fixe, chaque action devient une mesure directe de ta valeur en tant qu'être humain. Chaque réunion ou chaque examen devient un tribunal, quoi. Exactement. Même un premier rendez-vous amoureux est perçu comme un test définitif. Si tu échoues ou si tu as l'air hésitant, ça ne veut pas dire « j'ai fait une erreur ». Dans leur logique, ça veut dire « je suis un incapable ». Ah oui, c'est une attaque directe contre l'identité. C'est pour ça que la priorité absolue, à chaque instant, c'est de dissimuler la moindre faille. Il y a une analogie dans nos sources qui capture cette angoisse à la perfection. C'est l'image du joueur de poker. Oh oui, elle est très parlante celle-là. Vivre avec un état d'esprit fixe, c'est comme s'asseoir à une table de poker et essayer désespérément de faire croire aux autres qu'on a une quinte et flush royale entre les mains. Alors qu'en réalité, on n'a qu'une petite paire de 10. Et tu dois jouer chaque main avec une assurance théâtrale. Tout à fait. Mais à l'intérieur, tu vis dans la terreur absolue que quelqu'un demande à voir les cartes. C'est une posture d'imposture permanente, ça doit consommer une énergie mentale colossale. Une énergie qui est entièrement dédiée à la préservation de l'ego, ouais. Au lieu d'être investie dans l'apprentissage. Et à l'exact opposé de ça, on a l'état d'esprit de développement. Là, on change complètement de monde. Radicalement. Dans ce deuxième monde, les qualités fondamentales ne sont pas perçues comme des données figées, ce sont plutôt comme des muscles, tu vois. Des choses qu'on peut entraîner. Exactement. Des éléments qu'on peut cultiver par l'effort, la stratégie et l'expérience. Les cartes que tu reçois à la naissance, pour reprendre ta métaphore, ce n'est qu'un point de départ. La paire de 10, c'est juste ton matériel de base, c'est pas le verdict final de la partie. D'accord, alors la théorie est belle. Mais ce qui est vraiment captivant dans ces documents, c'est qu'ils ne se contentent pas de philosophie. Ils vont chercher la preuve neurologique. Les fameuses expériences avec les électrodes. Oui, j'aimerais bien qu'on détaille un peu cette étude, parce qu'elle montre comment ces deux visions du monde modifient littéralement le comportement électrique de notre cerveau. C'est une étude vraiment fascinante. En gros, les chercheurs ont réuni des participants, certains avec un état d'esprit fixe, d'autres avec un état d'esprit de développement. Ils les ont branchés à des électroencéphalogrammes pour mesurer très précisément l'activité électrique de leur cerveau.
pour voir ce qui s'allume et quand ça s'allume. C'est ça. Ensuite, ils leur ont posé une série de questions de culture générale, mais des trucs particulièrement difficiles. Le but, c'était d'observer comment le cerveau réagissait au moment précis où on leur annonçait s'ils avaient réussi ou échoué. Le fameux verdict. Ouais. Puis, dans un deuxième temps, ils regardaient ce qui se passait quand on leur donnait la bonne réponse. L'explication, quoi. Et là, la différence d'activité est flagrante. J'ai noté que chez les individus à l'état d'esprit fixe, le cerveau s'éteint presque volontairement. C'est dingue. C'est le mot juste. Chez eux, il y a un pic d'activité cérébrale intense à un seul moment précis. La seconde où on leur annonce s'ils ont tort ou raison. Seul le verdict compte, en fait. Voilà, parce que ça valide ou invalide leur intelligence. Mais la fraction de seconde suivante, quand on leur explique la bonne réponse à la question qu'ils ont ratée, Plus rien. plus rien. L'activité électrique s'effondre. Ils se déconnectent complètement. L'information ne les intéresse pas du tout, car l'échec a déjà provoqué un repli défensif. C'est incroyable de réaliser que l'ego peut, en gros, censurer notre propre capacité biologique à apprendre. Et j'imagine qu'à l'inverse, l'autre groupe absorbe l'information différemment. Totalement. Chez les personnes avec un état d'esprit de développement, le cerveau s'illuminait fortement, non pas au moment du verdict, mais au moment où on leur fournissait l'explication de leur erreur. Parce que l'erreur n'est pas perçue comme une condamnation. C'est une anomalie à corriger, tu vois. C'est une donnée vitale. Leur cerveau reste allumé pour capter l'information qui leur permettra de ne pas refaire la même erreur la prochaine fois. Cette mécanique neurologique, je trouve qu'elle explique tellement de choses sur notre rapport à l'effort. Dans le monde de l'état d'esprit fixe, l'effort c'est perçu comme une faiblesse. Ah bah oui, si tu fais des efforts, c'est que t'es pas un vrai génie. C'est l'idée du génie romantique, le cygne qui glisse élégamment sur l'eau. On ne voit jamais voir les pattes pédaler frénétiquement en dessous. Si on transpire, c'est la preuve ultime qu'on manque de talent. C'est la phrase classique, si tu dois travailler si dur pour y arriver, c'est que tu n'es pas fait pour ça. C'est super paralysant comme postulat. Mais là, je dois t'arrêter, parce qu'en lisant cela, une objection évidente m'a sauté aux yeux. Et je pense que beaucoup de notre auditoire se posent la question. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que cette théorie n'est pas un peu naïve? Enfin, est-ce qu'on est en train de dire que le talent naturel n'existe pas du tout? Que n'importe qui peut devenir Albert Einstein ou Usain Bolt juste avec de l'effort et un bon état d'esprit? Non, non, ce serait nier la réalité biologique. C'est ça, on n'est pas tous égaux là-dessus. Et c'est une nuance cruciale. L'auteur est très clair là-dessus. Elle ne tombe jamais dans cette pensée magique. Le but n'est absolument pas de nier que nous naissons avec des profils différents, des facilités génétiques ou cognitives. Le talent initial existe donc. Il existe indéniablement. La vraie différence, c'est la façon de concevoir ce talent. L'état d'esprit de développement postule que même les génies absolus doivent s'investir massivement. Le don naturel, c'est juste une ligne de départ. C'est jamais la ligne d'arrivée. Exactement. C'est ta capacité à fournir un effort ciblé face à des obstacles qui va transformer une aptitude brute en vraie compétence. L'effort n'est pas le substitut du talent, c'est son carburant. C'est joliment dit. C'est l'effort comme révélateur photographique en fait. Et on le voit de manière super éclatante dans les expériences menées sur les enfants. J'aimerais qu'on parle de l'étude avec les puzzles, parce qu'elle illustre parfaitement ce changement de paradigme. Ah oui, alors imagine une salle de classe où l'on donne à des enfants une série de puzzles. Les premiers sont très faciles. Tout le monde réussit. Voilà, tous les enfants s'amusent et réussissent. Mais ensuite, les chercheurs introduisent des puzzles nettement plus complexes, bien au-delà de leur niveau. Et c'est là que la fracture se crée. Qu'est-ce qui se passe pour le premier groupe? Les enfants avec un état d'esprit fixe paniquent presque immédiatement. Ils repoussent le puzzle, ils trouvent des excuses. Certains disent même que c'est un jeu stupide. La difficulté soudaine menace leur statut d'enfant intelligent. C'est triste. Ils préfèrent arrêter de jouer plutôt que de risquer de paraître bêtes. C'est ça. Et de l'autre côté, tu as la réaction des enfants avec un état d'esprit de développement. Face à un puzzle qui résiste, leur réaction est à l'opposé de la frustration. J'ai lu qu'un enfant s'était même frotté les mains. Ah ouais? Il s'est frotté les mains avec enthousiasme en disant « J'adore les défis ». Certains ont carrément supplié de pouvoir remporter le puzzle à la maison pour continuer à chercher. C'est fascinant. La récompense n'est plus la même. Pour le premier groupe, la récompense, c'est la validation sociale. Regardez, j'ai réussi vite, je suis intelligent. Alors que pour le second groupe, la récompense, c'est l'acte de résoudre. Le défi en lui-même. Le processus devient plus gratifiant que le résultat. Mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est quand on sort du labo ou de la cour d'école pour appliquer cette grille de lecture aux adultes, et dans des environnements à très haute pression. Comme le sport de haut niveau, par exemple.
Oui, le sport de haut niveau, un monde impitoyable où les enjeux financiers et médiatiques sont stratosphériques. Le sport, c'est vraiment le théâtre idéal pour observer ça, parce que l'échec y est public et immédiat, tu vois. Les sources décortiquent la psychologie de plusieurs athlètes et le cas de John McEnroe est hyper révélateur. Le roi des crises de nerfs sur les cours de tennis. C'est lui, un joueur avec un talent brut exceptionnel, c'est incontestable, mais handicapé par un état d'esprit profondément fixe. Ces fameuses crises de nerfs, ce n'était pas juste de la colère, c'était un mécanisme de défense de l'ego. Ah oui, il fallait protéger l'image du prodige à tout prix. Absolument. Quand il ratait un coup facile, admettre qu'il avait fait une erreur technique aurait été insupportable pour son identité. Il devait externaliser l'échec. Il hurlait sur les arbitres, le public, le vent. Il y a même cette anecdote hallucinante avec ses chaussures, non? Oui. Après avoir glissé et manqué un tir, il va s'en prendre à ses propres chaussures. Il tape dessus, il les accuse d'être responsables. Tout doit être mis en scène pour que l'erreur ne reflète jamais une déficience personnelle. C'est une esquive psychologique spectaculaire. En gros, si c'est la faute de la chaussure, c'est pas la faute de mon talent. Et c'est cette même logique, cette obsession de paraître infaillible, qui nous ramène à l'histoire d'Enron dont on parlait au début. Le lien est direct, oui. Comment une entreprise entière a pu s'effondrer juste à cause d'un état d'esprit? Parce qu'Enron n'était pas seulement une entreprise, c'était une culture d'entreprise entièrement bâtie sur le culte du talent inné. Ils avaient mis en place ce qu'on appelait une culture du génie. Comment ça se traduisait au quotidien? Ils recrutaient massivement les diplômés les plus brillants et les plaçaient sur un piédestal. Mais attention, le système d'évaluation interne était redoutable. Chaque année, les 15% d'employés les moins bien notés étaient systématiquement licenciés. Donc, non seulement on te dit que tu es un génie, mais on te menace constamment de te renvoyer si tu cesses de le prouver. C'est la recette parfaite pour la terreur. Exactement. Et dans cette culture de la peur, admettre qu'on ne comprend pas un projet ou signaler qu'une transaction semble risquée, c'était un suicide professionnel. Ça aurait été perçu comme une preuve d'incompétence. Donc tout le monde cachait la poussière sous le tapis. La conséquence mécanique, ça a été la dissimulation systématique. Pour continuer à paraître infaillible, les dirigeants ont commencé à cacher les dettes, à manipuler les bilans. La pensée de groupe a étouffé toute voix dissidente. Personne ne voulait être celui qui ne comprenait pas les montages de l'entreprise. C'est la paire de 10 qu'il faut faire passer pour une quinte flush, mais à l'échelle d'une multinationale. Et quand le bluff a été démasqué, tout s'est effondré. Ça soulève une réflexion majeure sur la définition du leadership. Notre décryptage montre à quel point il est vital pour un leader de pouvoir s'asseoir face à son équipe et de dire le truc le plus tabou qui soit. Dire « je ne sais pas ». Voilà, je ne maîtrise pas ce sujet, on va devoir chercher ensemble. C'est ça le véritable leadership de développement. Ça crée un espace sûr où l'erreur redevient un outil d'innovation et pas un motif de licenciement. Tu touches du doigt le grand bénéfice de cet état d'esprit. Ça libère de la peur du jugement pour réorienter l'énergie vers la solution. Mais ce qui est frappant, c'est que ça ne s'arrête pas au bureau. Ça s'infiltre jusque dans nos salons. Ah, ça c'est la partie qui m'a le plus surprise dans les documents. On s'attend à ce qu'un livre sur la réussite parle de business ou de sport, mais là, l'auteur plonge carrément dans nos relations intimes. Et elle s'attaque au mythe de l'âme sœur, le fameux mythe nourri par Hollywood et les contes de fées. Comment l'état d'esprit fixe vient-il empoisonner nos relations amoureuses, au juste? Il l'empoisonne à travers la croyance que, si une relation est la bonne, elle devrait fonctionner naturellement sans aucune friction, une sorte de magie de compatibilité parfaite. Le « il vit heureux pour toujours » sans jamais montrer qui sort les poubelles. C'est exactement ça. Dans un état d'esprit fixe, l'équation est terrible. Si la relation demande des efforts, de longues discussions ou des compromis, ça signifie que quelque chose est brisé. L'effort est perçu comme le symptôme d'une erreur de casting. Donc, à la première grosse dispute, au lieu de se dire qu'on a un problème de communication à régler, on se dit carrément « je suis avec la mauvaise personne ». Et c'est le mécanisme de rejet immédiat. S'il faut travailler sur le couple, c'est que la magie n'existe pas. À l'inverse, l'approche de développement considère la relation comme un organisme vivant. Qui n'est jamais parfait au départ. Voilà, un organisme qui exige un entretien permanent, des ajustements. Les désaccords ne sont plus des preuves d'échec, mais des occasions de mieux comprendre le mode d'emploi de l'autre. C'est tellement plus réaliste. Et cette nécessité de changer notre rapport à l'effort, ça nous mène à une autre application fondamentale, l'éducation. La manière dont on transmet ça aux enfants. Et là, les sources lâchent une véritable bombe. Ah oui, sur le fait de féliciter un enfant pour son intelligence.
C'est profondément destructeur, apparemment. Et c'est tellement contre-intuitif. Si mon enfant ramène un 20 sur 20, mon premier réflexe, c'est de lui dire « Bravo, t'es super intelligent ». On pense lui donner de la confiance, mais en réalité, on lui tend un piège psychologique redoutable. Mais pourquoi? Comment ça fonctionne dans sa tête? Il faut décoder le message caché. Quand tu dis à un enfant « tu as réussi, tu es très intelligent », son cerveau enregistre l'équation suivante. Mon succès est la preuve que j'ai cette qualité innée, et c'est pour ça que je suis valorisé. Sur le coup, ça a l'air positif. Oui, mais la mécanique se retourne contre lui à la seconde où il rencontre un échec. S'il échoue, l'équation s'inverse. Si mon succès prouvait mon intelligence, alors mon échec prouve de façon définitive que je suis stupide. Ah ouais. Et pour éviter de perdre l'admiration des adultes, il va cesser de prendre des risques. Il va fuir les défis et s'accrocher à ce qu'il sait déjà faire parfaitement. C'est comme ça qu'on crée l'anxiété de l'état d'esprit fixe. Mais alors, comment on fait concrètement? Je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Si un gamin ramène un 20 sur 20 sans avoir ouvert un cahier, on ne va pas féliciter un effort qui n'existe pas. Il s'en rendrait compte, ce serait hypocrite. C'est une super remarque. Dans ce cas précis, l'approche demande de réorienter la conversation. Au lieu de louer le résultat, tu peux dire visiblement « ce test était trop facile pour toi et tu n'as pas eu besoin de travailler. C'est dommage car tu n'as rien appris de nouveau. » Ah, on change carrément l'objectif. Voilà, tu ajoutes « trouvons quelque chose de plus stimulant qui va vraiment te faire réfléchir ». L'idée, c'est de toujours valoriser le processus que l'enfant contrôle, sa stratégie, sa persévérance ou les méthodes qu'il a essayées. On valide l'action, pas l'identité. Et pour illustrer ça, il y a l'histoire de ce collégien, Jimmy, dans nos sources. Ça prend vraiment aux tripes. Ah oui, Jimmy, le garçon au fond de la classe, considéré comme irrécupérable. Le profil typique du gamin qui joue les durs et adepte de la loi du moindre effort. C'est le bouclier parfait, tu sais. Si tu n'essayes pas, tu ne peux pas techniquement échouer. Exactement. Et un jour, l'équipe de chercheurs de l'auteur intervient dans sa classe. Mais ils ne viennent pas faire la morale, ils leur font un cours de neurologie. Ils expliquent aux enfants comment fonctionne la neuroplasticité. Il leur montre que le cerveau ressemble à un muscle, que chaque fois qu'on lutte pour comprendre un problème, de nouvelles connexions neuronales se forment. Et la réaction de Jimmy, elle est bouleversante. En plein milieu de l'explication, ce gamin, soi-disant dur à cuire, lève les yeux, il a les larmes aux yeux, et il pose cette question « Vous voulez dire que je ne suis pas condamné à être idiot ?» C'est d'une puissance inouïe. Ce gamin ne faisait aucun effort parce qu'il était convaincu que son intelligence était figée et que l'effort le rendrait juste publiquement stupide. Comprendre que son intelligence n'était pas une prison, ça a provoqué un choc tellurique. Dès ce jour-là, il a commencé à rester tard pour étudier. Dès l'instant où l'effort a eu un sens, il l'a fourni. Ça résume tellement bien le message optimiste de cette exploration. Ces états d'esprit, même ceux qui nous paralysent depuis l'enfance, ce ne sont que des croyances. Ce ne sont pas des fatalités génétiques, ouais. Et donc, la question pratique pour notre auditoire, c'est comment on opère ce changement au quotidien? Si on se reconnaît dans ce qu'on vient de décrire, on fait comment le saut? La première étape concrète, c'est de prêter une attention maniaque à son propre monologue intérieur. On a tous cette petite voix, tu sais, face à un risque, la voix de l'état d'esprit fixe va murmurer « Fuis, tu vas te ridiculiser, si tu rates, tout le monde verra que tu es un imposteur. » Et il faut faire quoi? Essayer de la faire taire? Non, c'est impossible de la faire taire. Il faut l'écouter, la reconnaître comme un mécanisme de défense et consciemment décider de lui répondre à haute voix avec la logique du développement. Lui répondre comme à une personne distincte, en fait. C'est un dialogue actif. Tu lui réponds « c'est vrai, je ne sais pas encore le faire. Ce sera sûrement difficile, je vais faire des erreurs, mais c'est précisément comme ça que je vais construire cette compétence. » C'est en changeant ce dialogue qu'on désamorce la peur. C'est vertigineux de réaliser à quel point nous sommes les propres architectes de nos plafonds de verre. Ces décryptages nous donnent vraiment les clés pour démonter tout ça. Absolument. Et pour conclure cette exploration, je voulais soumettre une dernière pensée, assez provocatrice, tirée de notre analyse. À ceux qui nous écoutent, prenez un héros personnel ou un génie historique que vous admirez. Disons Mozart ou Marie Curie ou un athlète de légende. L'état d'esprit fixe nous pousse à les aduler comme des créatures magiques, touchées par la grâce. C'est ça. Mais si l'on gratte la surface dorée de la légende, si l'on découvre soudainement la réalité brutale des milliers d'heures de travail acharné, de répétitions fastidieuses, d'échecs cuisants et de doutes qu'ils ont dû traverser dans l'ombre, est-ce que cela détruit la magie de leur talent? C'est la grande question. Le fait de voir l'effort colossal derrière le génie diminue-t-il leur accomplissement en les rendant trop normaux? Ou est-ce que cela rend finalement leur victoire encore plus héroïque et surtout beaucoup plus accessible à chacun d'entre nous?
C'est une question que l'on va laisser en suspens aujourd'hui, à méditer la prochaine fois que vous hésiterez devant un obstacle. Merci de nous avoir suivis dans ce décryptage.